Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de dessiner un peu le portrait de Georges Laï à partir des infos qu'on a pu rassembler. L'idée, c'est vraiment de voir qui il est, son parcours, son œuvre. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a frappé tout de suite, cette filiation avec Jean-Maurice Laï, son arrière-grand-père, psychologue, sociologue. Ça place un peu le décor, non? Ah oui, tout à fait. C'est, comment dire, un héritage intellectuel qui n'est pas anodin, hein. Et puis, il y a aussi cette histoire de pseudonyme, Viria. Il l'utilise au début, pour ses premiers livres apparemment, avant de signer Georges Laï. C'est intéressant comme transition. Comme une évolution peut-être dans sa manière de se présenter. Voilà, peut-être une affirmation progressive de son identité publique en quelque sorte. Bon, alors si on reprend depuis le début. Naissance à Marseille, 1955, il fait des études de philo, de mystique comparée. Classique, disons, pour ce genre de parcours. Oui, mais le moment clé, ça semble vraiment être 1980. Son initiation avec Rav Meir Yefat, un kabbaliste yéménite. C'est ça qui l'oriente vraiment vers la kabbale et surtout vers Abou Lafia. Effectivement, ça ressort comme un moment fondateur. Et après, il ne s'arrête pas là, il continue à étudier avec d'autres spécialistes, et les sources mentionnent une amitié importante avec Charles Mopsic. Ah oui, Mopsic, un grand nom aussi dans ce domaine. Et ça a dû renforcer son intérêt pour les kabbalistes du Moyen Âge, le Zohar. Très probablement. Ce qui est frappant chez Laïd, d'après ce qu'on lit, c'est vraiment cette double casquette. L'étude, très poussée, très sérieuse des textes. Et en même temps, une implication personnelle, La- une pratique. Exactement. La pratique méditative, notamment cette fameuse cabale extatique du langage, le tsérouf. Il n'est pas juste dans les livres, quoi. Et ça se retrouve dans ses sujets de prédilection, j'imagine. Tout à fait. Donc la cabale mystique, la cabale extatique, le tsérouf, ouais, enfin, c'est central. Mais aussi tout ce qui tourne autour des traditions médiévales. La Provence, Abou Lafia, bien sûr, il est vraiment présenté comme le spécialiste. Il y a aussi le symbolisme hébreu, les lettres, les séphirotes, la guimatria, l'angéologie, la merkava. C'est un champ assez vaste. Oui, mais très cohérent en fait. Tout est lié au langage sacré, à l'expérience intérieure. Euh, et il y a même ce concept plus, disons, personnel, la bioherméneutique. Bio-herméneutique. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais d'après les sources, c'est une approche qui essaye de faire le lien entre la santé, le bien-être et la structure même de la langue, du langage hébreu notamment. Une sorte d'herméneutique appliquée au vivant. Fascinant comme idée. Et on retrouve ça dans ses écrits, cette double approche théorie-pratique. Ah oui, clairement. Des titres comme Vie mystique et Kabbale pratique ou Kabbale extatique et Tserouf, ça parle tout seul, hein. Il insiste aussi, et c'est noté, sur la différence entre la Kabbale traditionnelle, celle des textes, et l'occultisme au sens large. Il tient à cette distinction. Côté livre, il a beaucoup écrit. Le dictionnaire encyclopédique de la Kabbale, ça a l'air d'être une référence. Oui, un gros travail de synthèse. Mais il y a aussi des ouvrages plus pointus, les 72 puissances de la Kabbale, et même un roman sur Abou Lafia. Ça montre une volonté de toucher différents publics, peut-être. Et puis, ces livres sont traduits, Oui, ça montre une certaine reconnaissance au-delà des frontières francophones. mais il n'est pas qu'auteur. Son travail de traducteur est fondamental. Ah oui, c'est vrai. Rendre accessible en français Abou Lafia, ou Jekatiya avec les portes de la lumière, ou même le Sefer Yetzira, c'est énorme comme apport. C'est vraiment un travail à la source. Et c'est ce qui lui donne son autorité dans le domaine, sans doute. Il a même fondé sa maison d'édition, c'est ça, là? Les éditions laïques? Exactement, en 1992, basé à Roquevar, ça lui donne une indépendance aussi pour publier ses textes parfois difficiles d'accès. Donc écrire, traduire, éditer. Mais il y a aussi l'enseignement direct, non? Dès 1992, il crée ce cercle d'études Sod Adamanta, Oui, près de Marseille. avec des publications internes, les cahiers Chokma, et puis les conférences, les séminaires. Un peu partout, en France, à l'étranger, depuis longtemps apparemment. C'est ça, la transmission directe semble très importante pour lui. On voit aussi émerger ce concept Adamanta, lié à des ateliers, parfois même orientés bien-être, comme au Canada avec Sio Kyo. Ouais, il cherche manifestement à toucher un public large, pas seulement les spécialistes. Et les retours semblent souligner sa capacité à vulgariser sans simplifier à l'excès, à rendre accessibles des concepts complexes. Tout en gardant la rigueur et la dimension spirituelle. Les sources mentionnent aussi des collaborations avec Wakinin, Athias, et un respect certain dans le milieu. Oui, ce qui ressort au final, c'est vraiment l'image d'un passeur. Quelqu'un qui a à la fois creusé très profondément une tradition spécifique, celle d'Abou Lafia, de la Kabbale extatique, et qui a mis toute son énergie à la partager. Donc un érudit, un praticien, un traducteur et un enseignant. Une figure assez complète dédiée à cette branche de la Kabbale. Tout à fait. Il a vraiment joué un rôle clé pour l'accès en français à ses textes et à ses pratiques. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. Oui, je me disais,
Aujourd'hui, dans notre monde, très rapide, très focalisé sur l'extérieur, quelles résonances peuvent avoir ces approches anciennes comme le tsérouf, la bioherméneutique, ces pratiques tellement centrées sur le langage, l'intériorité, la méditation sur les lettres hébraïques? C'est une bonne question. Quelle place pour cette profondeur-là dans le tumulte actuel? C'est une piste de réflexion intéressante pour conclure.